Mosaïque. Mosaïque. Bonjour amis fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, vous avez bien choisi la radio-télévision Isanganiro et bienvenue à cette émission Mosaïque. 1er juillet 1962, 1er juillet 2021, le débat va porter aujourd'hui sur l'indépendance nationale du Burundi, vieille déjà de 59 ans, avec un accent particulier sur les aspects politico-sécuritaires et économiques vus par les acteurs politiques. Quel est l'état des lieux à l'heure actuelle? Quels sont les défis? Mais aussi, quelle devrait être la part des uns et des autres pour mieux consolider cette indépendance et bâtir un Burundi digne, prospère et paisible? 4 invités sont avec nous sur le plateau. Jean de Dieu Moutawazi, c'est le président du parti Radebou, président aussi de l'Observatoire pour la prévention contre les crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Bonjour et bienvenue. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour aussi monsieur le journaliste. Honorable Agathon Rwasa, vous êtes député de l'Assemblée nationale, président aussi du parti CNL, Conseil national pour la liberté. Bonjour et bienvenue honorable. Bonjour à tous les auditeurs d'Isanganiro, à tous ceux qui sont sur le plateau, et à la radio Isanganiro également, mais ce n'est pas conseil, c'est congrès. C'est Congrès national pour la liberté. Congrès national pour la liberté, pardon. Kefa Nibizi, c'est le président du parti Codebu, Iragi Diandadaye, Conseil pour la démocratie et le développement durable du Burundi. Lui-même nous dira peut-être les mobiles de ce changement. De Frodebu, Iragi Diandadaye, à Codebu, Iragi Diandadaye. Bonjour et bienvenue Kefa. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue tous les auditeurs de la radio Isanganiro et tous ceux qui sont sur le plateau. Et puis nous sommes avec vous, Tassian Siomana. Vous êtes acteur politique de l'opposition, ancien de l'UPRONA, ce parti qui a même milité pour l'indépendance nationale du Burundi. Bonjour et bienvenue, monsieur Tassian. Bonjour, merci de m'avoir invité. J'en profite pour saluer les téléspectateurs et les auditeurs. Avec une précision de taille, je reste toujours uproniste. Vous restez uproniste. Il ne faut jamais tomber dans le piège. Ce n'est pas par décret qu'on devient uproniste. Bienvenue en tout cas. La mise en onde est assurée par Séraphine Hakizimana et prise d'image de Jérôme Ndaïchimier et Gracia Justicia Tuikeze, réalisation d'Alain Désiré Boukéeneza et au micro, Léonce Vitaliro. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Puis-je adresser la toute première question à vous, Jean de Dieu Moutawazi, président du parti Radebou, président aussi de l'Observatoire national pour la prévention des crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. C'est comment l'image que vous vous faites du Burundi, ce pays indépendant, il y a de cela 59 ans. Bon, ce que je peux dire, aussi bien à mes amis avec qui nous sommes au plateau, aux auditeurs, aux auditrices, c'est que nous devons d'abord prendre conscience d'où nous venons, où on arrive et vers où nous allons. Nous venons d'où? Alors, vous vous souviendrez de la période entre 1961 et 1965. Le Burundi est entré dans l'indépendance, mais avec une grande instabilité. Nous avons connu à peu près 5 premiers ministres, 5 États, suivi des assassinats des députés en 1965. De 61 à 65. Oui. Puis a suivi des régimes de coups d'État avec le régime Michombero, le régime Bagaza et le régime Buyoya. Pratiquement presque une trentaine d'années où le Burundi connaissait des régimes dictatoriaux. Puis avec l'assassinat du président Dadaye, Melchior, le Burundi a été plongé dans une guerre civile jusqu'à pratiquement 2003, où il y a eu les accords de cessez-le-feu entre le pouvoir de l'époque et le parti CNDD-FDD. Alors c'était 10 ans de guerre civile. À partir de 2005 jusqu'en 2021, nous avons déjà connu une série de 4 élections
c'est-à-dire que le Burundi a renoué avec la démocratisation de la société burundaise et pratiquement la souveraineté. Donc, Et le Burundi, démocratie et indépendance, c'est différent. c'est très différent. Mhm. Alors, mais j'ai utilisé le mot renouer avec les élections. Mhm. Puis, maintenant, nous avons aussi, en 2006, avec les accords de cessez-le-feu avec l'ancien mouvement FNL, qui était dirigé d'ailleurs par M. Gwassa Agathon, c'est-à-dire que pratiquement il n'y avait plus de rebelles, c'est-à-dire que le Burundi, de rébellion, c'est-à-dire que le Burundi était en train de renouer avec la sécurité totale. Et aujourd'hui, nous venons pratiquement de faire une vingtaine d'années avec la démocratie, la sécurité et la souveraineté, parce que cela, on l'a vu depuis 2015. Parlez surtout de l'indépendance. Le pays est indépendant depuis 59 ans. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? L'image que le Burundi, que ça vous fait aujourd'hui, c'est comment? Alors, ce que j'étais en train de vous dire, en vous rappelant d'où nous venons, c'est-à-dire que l'indépendance a été perturbée par l'instabilité jusqu'en 1965, puis par les régimes dictatoriaux des coups d'État jusqu'en 2003. Puis cette indépendance, nous avons connu une guerre civile. Et aujourd'hui, nous sommes en train, petit à petit, à évoluer vers l'indépendance politique dont rêvait le héros de l'indépendance, Rwagasore Louis. Alors, il reste maintenant, je dirais, à le consolider. J'imagine qu'on va y arriver. On va y arriver, justement. Donc, l'indépendance politique, nous l'avons. Vous parlez de perturbations. Quelle serait votre appréciation par rapport aux aspects politico-sécuritaires et économiques durant ces 59 ans? Pratiquement, quand je vous ai dit depuis 1961, quand on a connu 1962, on a connu l'instabilité, j'en ai parlé, on a connu les régimes dictatoriaux, pas de démocratie, c'est-à-dire que l'indépendance politique dont rêvait le prince Rwagasore, on ne l'avait pas, presque pas. On a connu une guerre civile, on ne pouvait pas dire qu'on est indépendant. Et aujourd'hui, tout le monde, pratiquement la classe politique aujourd'hui, elle est, je dirais, très proche, très rassemblés aujourd'hui, c'est-à-dire que l'indépendance... Il y en a qui ont parlé d'indépendance précipitée en ces temps-là. Non, ces gens-là, j'imagine que tout le monde ici sur le plateau, il n'y a pas de gens à tendance PDC, j'imagine. C'est la même question. Honorable Agathon Rwassa, président du parti CNL, Congrès national pour la liberté et député de l'Assemblée nationale. L'image que le Burundi vous fait avec ces 59 années d'indépendance. 59 ans d'indépendance, oui, mais l'histoire du Burundi ne se résume pas à ces 59 ans. Et je crois qu'il faudrait même cadrer avec cette histoire d'indépendance parce que c'est un événement parmi tant d'autres. Le Burundi existant depuis des siècles, à un moment donné, on perd son indépendance, mais l'environnement mondial va faire que le Burundi accède à l'indépendance dans la foulée comme tant d'autres pays africains. Si vous me permettez, je dirais que les pionniers de l'indépendance du Burundi ou les pionniers des indépendances ici et là n'ont pas été les citoyens eux-mêmes. Je m'explique. La Deuxième Guerre mondiale se termine en 1945. Les grands vainqueurs, c'est les États-Unis et l'Union soviétique. Dans ce contexte-là, il y a les anciens États coloniaux qui monopolisent le marché africain, asiatique, américain même, sud-américain je veux dire. Les États-Unis qui sont une puissance économique, tout autant que l'IRSS qui est une grande puissance industrielle, à l'époque, n'ont pas de débouchés comparativement à ces autres pays-là qui monopolisent tous ces États coloniaux-là. Alors, de là vient l'idée de libéraliser les pays sous le joug colonial. Autrement dit, l'impulsion de la lutte pour l'indépendance ne vient pas intrinsèquement des pays colonisés, mais de ces États-là qui veulent trouver des débouchés. Ça n'est pas venu des Burundais eux-mêmes. Pas du tout, comme pour les autres États. C'est ainsi qu'en 1955, je crois si je ne me trompe, il y a un synode des évêques
qui se tient à Léopoldville, actuel Kinshasa, où il est question de débattre de comment les pays sous domination belge accèdent à l'indépendance. Et là, vous comprendrez que l'Église, quelque part, a une main dans cette lutte pour l'indépendance. Les pays sous domination belge, à C'est-à-dire, l'époque, c'est le Rwanda, le Burundi et et le Congo. l'actuel RD Congo. Oui. À l'issue de ce synode-là, l'Église a comme mission notamment de préparer les élites pour accéder à l'indépendance. Et 3 ans après, il y a les partis politiques qui foisonnent afin de pouvoir se préparer effectivement à cette indépendance-là. 1958, vous dites. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là où le tissu politique burundais va montrer des signes que ce n'est pas un tissu solide. Comme vous l'avez souligné, les uns cherchent une indépendance immédiate, d'autres cherchent une indépendance retardée. Les deux groupes, les deux camps. Indépendance directe, indépendance retardée, Oui. c'est-à-dire qu'il y a division. Oui, au sein de la classe politique, Division avant même d'accéder à l'indépendance. Oui. Pour les uns, il faut accéder directement à l'indépendance. Pour d'autres, il faut attendre le temps de se préparer, d'avoir ses élites, d'avoir qui placer là où le Belge va. Mais victoire pour les premiers qui veulent l'accession à l'indépendance directe. En réalité, victoire pour les premiers parce que la masse paysanne, elle en a marre avec la chicote et autres abus du colonialisme. Pour les intellectuels, attendre, ce n'était pas un problème. Mais pour la masse, il fallait absolument accéder à l'indépendance. Et c'est pourquoi, peu après cette indépendance-là, on voit que la gestion va devenir catastrophique. Il a parlé d'instabilité, c'est parce que, effectivement, les élites ne conçoivent pas l'indépendance de la même manière que les masses. Pour les élites, je crois que c'est beaucoup plus la part du gain. Pour les masses, c'est l'indépendance réelle, c'est cette souveraineté. Là, quelquefois, on parle de souveraineté, on parle d'indépendance, mais en réalité, on ne la vit pas de la même manière. Pour l'intellectuel, pour celui qui est dans un poste quelque part, c'est surtout ce qu'il gagne. Mais pour le petit paysan, oui, pour lui, c'est ça. Mais pour le paysan, c'est en fait cette liberté, c'est cette dignité, et c'est ça qui devrait en fait fonder même le discours politique. Qu'en est-il de l'État actuel, comme vous avez posé la question? Vous m'excuserez, j'ai dû faire ce petit contour, mais je me dis que si effectivement les Burundais, la classe politique et les masses concevaient l'indépendance de la même manière, il n'y aurait pas eu de tous ces troubles-là. Justement, il y a des troubles et je pose directement la question de savoir votre appréciation par rapport aux aspects politico-sécuritaires du pays pendant les 59 ans qui viennent de passer. Oui, si je brosse un petit résumé, 59 ans d'indépendance, 59 ans de dissension politique, 59 ans de chasse à l'homme, 59 ans d'exclusion les uns par les autres, 59 ans de gestion catastrophique, 59 ans où ceux qui sont aux affaires croient avoir le droit à mais tout. Mais tout de même, 59 ans d'indépendance, oui. 59 ans de souveraineté du pays. Oui, souveraineté, d'accord, mais souveraineté n'exclut pas les relations avec les autres. Oui, parce que quelque part, on doit être conscient que le Burundi n'est pas un îlot. Vous vous souviendrez d'ailleurs, le prince Rwagasore, à l'indépendance, l'indépendance est venue après. Mais après la victoire de l'Ipronard le 18 septembre, dans son discours, il invite ou il déclare que les Belges sont invités à rester aux côtés des Burundais. C'est-à-dire que quand bien même on est indépendant sur le fait que nous pouvons décider de notre propre chef. Mais ça n'exclut pas qu'on entretienne des relations avec les autres. Et il suffirait alors de bien définir quel genre de relations on a avec les autres, non pas seulement chercher à dire on est indépendant,
pas question à ceci, pas question à cela, parce qu'il y a des conventions qui lient le Burundi dans ce concert des nations. Il y a une certaine image que cela fait au parti Codebu. Kefa Nibizi, Codebu, Ilagi, Diandadaye. L'image que ça vous fait, c'est comment? Le pays est indépendant, souverain, depuis 59 ans. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, permettez-moi de rendre hommage aux Burundais qui ont milité pour que le pays accède à l'indépendance, en commençant par le héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore, et tous ses collaborateurs, mais aussi à tous ceux qui ont aidé de près ou de loin, notamment dans la sous-région ou à l'échelle internationale. Ce que je devrais souligner ici, c'est que la notion d'indépendance, comme la démocratisation des États, ce sont des notions complexes qui des fois demandent le concours de plusieurs acteurs nationaux et internationaux. Donc, même si les nationaux aspirent à l'indépendance ou à la démocratisation des institutions du pays, il doit y avoir des circonstances internationales ou locales et qui facilitent cette volonté interne d'accéder à cette indépendance ou à d'autres événements nationaux. Donc, il faudra donner justice aux leaders de l'indépendance pour quand même saluer le courage. L'image que nous avons maintenant, c'est que d'une façon ou d'une autre, il faudrait quand même penser à une approche définitionnaire de ce que c'est l'indépendance. Là, je dirais, ça veut dire être indépendant suppose ne pas être soumis à une autre nation ou à une autre organisation internationale. Cela étant, sur le volet institutionnel, sur le volet légal, on peut dire que le Burundi a été indépendant depuis 1961, quoique cela n'empêche pas... 1962. Plutôt, excusez-moi, de 1962, quoique cela n'empêche pas l'intervention ou l'interdépendance ou la liaison du Burundi et d'autres pays. Alors, parce qu'à partir de ce moment, toutes les affaires de l'État sont gérées par les Burundais, bien ou de façon mauvaise, mais quand même par les Burundais. Qu'ils le fassent bien, qu'ils le fassent mal, ce sont les Burundais qui gèrent ça. S'il y a des influences invisibles, on ne va pas... Les affaires de l'État doivent être gérées par les Burundais eux-mêmes, Voilà. mais cela n'exclut pas, en tout cas, la coopération avec les autres nations. Quand il y a coopération, on coopère quand tu es indépendant. Si tu n'es pas indépendant, on ne parle pas de coopération, pas de soumission. On coopère avec un autre pays, on entre dans les organisations régionales, internationales, parce que vous êtes indépendant. Au cas contraire, on parlait autre chose, pas de coopération. Et à partir de ce moment de l'indépendance, les frontières du Burundi sont restées intactes. Il n'y a pas eu une annexion d'un côté de l'autre après l'indépendance. Donc là, on dirait que de façon globale, le pays est resté indépendant depuis 1962 jusqu'à maintenant. Alors, pour la question que vous avez posée aux aspects maintenant, politico-sécuritaire et économique, cela provient de défaillances ou de l'impréparation des Burundais, parce que, comme les autres l'ont dit, depuis lors jusqu'à maintenant, on observe une évolution qui tend vers positive maintenant, alors que depuis l'indépendance, comme on l'a dit, il y a eu beaucoup de crises répétitives, il n'y avait pas de démocratie. Et là, je vais vous dire que quand les gens parlent de démocratie, il faut connaître que dans le monde, il y a des pays qui choisissent la dictature et qui sont indépendants malgré qu'ils sont sous la dictature. Il y a même des pays monarchiques qui ne sont pas démocratiques, où il n'y a pas même de monarchie constitutionnelle, mais qui sont indépendants. Quel serait votre choix aujourd'hui par rapport à cela? Je me posais la question de cette liaison qu'on fait entre l'indépendance... Monarchie, dictature, indépendance. Oui, il n'y a pas de... Bon, je ne vois pas de liaison directe. Parce qu'on peut être dictateur et être indépendant. On peut avoir un État monarchique, absolument monarchique, et être indépendant. Donc, il sera difficile à moi de faire cette liaison entre l'indépendance et la démocratie.
Mais Ah bon? avec, oui, Il y a, Il y a un très grand lien, par il y a contre. un fait, M. Kefa Nibizi. Mhm. Aujourd'hui, le budget général de l'État est financé par l'État burundais lui-même à plus de 80%. Mais avant, les événements de 2015, c'était financé à autour de 48%, un peu moins de 50%. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela? ok, Faut là, relativiser, là, faut j'arrête repousser j'arrête l'indépendance. parler effectivement de ce Donc, que je pense. Là, si Oui. on entrait à l'indépendance, justement, économique. Voilà. Alors, si nous parlons de l'indépendance économique, là, je me situe dans des volets. Le premier volet, c'est une capacité de financer à 100% le budget intérieur de fonctionnement. Le deuxième volet, qui est Et là, très vous allez important, aussi parler de budget de fonctionnement et et budget d'investissement. d'investissement. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle la balance commerciale. Parce que si vous avez une balance commerciale déficitaire, les pays voisins peuvent prendre un embargo pour vous et vous devenez automatiquement indépendant parce que pour avoir les produits de première nécessité, vous devrez souscrire aux injonctions de vos fournisseurs. À ce niveau, à ce qui est de la balance commerciale, je dirais que l'indépendance économique est encore déficitaire à ce niveau. Mais à ce qui est, je me dis, de ce financement du budget de développement d'investissement, est-ce qu'il est suffisant pour satisfaire aux besoins vitaux des Burundais? Là, je dirais non. Je dirais non. On a beaucoup de pas encore à franchir en matière d'indépendance économique. Et là, il faut relativiser aussi cette notion d'indépendance économique. Je vous donne un exemple. Si vous suivez les émissions à l'international, entre la première puissance des États-Unis et la Chine qui est peut-être la deuxième puissance, l'un plus démocratique, l'autre qui ne le sont pas plus, il y a des intimidations réciproques. La Chine menace les États-Unis fraîchit, les États-Unis menacent la Chine est fraîchie. C'est que l'indépendance économique n'existe pas. C'est ça. On est interdépendant. C'est pour vous dire qu'il faut relativiser cette notion d'indépendance économique. Permettez que l'on passe le micro à Tassian Sibomana, acteur politique, uproniste, oui, comme vous l'avez Faut pas rigoler, je le suis même plus que ceux qui s'en réclament. Non. Et votre appréciation, l'image que ça vous fait, les 59 ans d'indépendance pour le Burundi et ses aspects politico-sécuritaires et économiques du pays aujourd'hui. Merci de la question. Avant d'y répondre, je voudrais, comme mon ami Kefa l'a dit, souhaiter un joyeux et heureux anniversaire à tous les Burundais. 59e anniversaire. Qu'il soit l'occasion pour nous tous Burundais de replonger dans le sens de l'indépendance pour réellement maîtriser les tenants et les aboutissants de l'indépendance. Pour relire et méditer sur le discours du héros de l'indépendance quand il disait que il n'est pas encore sûr, je paraphrase, je ne cite pas une extension, que le Burundi est encore indépendant quand il n'est pas encore sûr que tous les Burundais vivent en paix, en sécurité et sont en plein essor de développement. Je demande donc à tous les Burundais que cet anniversaire soit pour nous une occasion de reméditer sur la profondeur de ce discours. C'est un fait. Et si vous mettiez à reméditer, personnellement? Je le fais souvent. Je pense qu'on aura l'occasion d'en dire un mot parce que justement, parler de l'indépendance fait intervenir deux notions majeures. L'autogouvernance et la souveraineté. Je pense que dans notre émission, et la situation qu'il faudrait explorer ici, quid de l'autogouvernance dans notre pays, quid de la souveraineté, pour enfin arriver à ce que recherchaient les tenants de l'indépendance,
Je parle de la paix, de la sécurité, du développement pour tous les Burundais. C'est ça les vraies questions qu'il faudrait analyser pour conclure si finalement nous sommes réellement indépendants politiquement où il y a des nuances à faire. Économiquement, sommes-nous encore indépendants où il y a des nuances à faire? Je l'entends sous cet angle-là. Sinon, si vous me posez directement la question, je dirais que c'est vrai, on est souverain. Mais il y a des nuances à faire. C'est vrai qu'on s'autogouverne, mais il y a des nuances à faire. L'autogouvernance signifiant l'aspect politique et l'aspect économique. La souveraineté, c'est vrai, on a des frontières. On a des institutions burundaises, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'influence ici et là pour décider moyennant l'ingérence de certains pays? Donc voilà ce qu'il faudrait explorer pour conclure sur le fait que... Ces ingérences, est-ce que vous pouvez c'est ce que je expliquer donne un peu ça par rapport à pour ces qu'on en nuances que vous débatte. évoquez? Je Ces donne nuances ça que pour... vous évoquez, explicitez un peu Ok. avant que l'on passe le Ça, ce micro sont des à notions. d'autres intervenants. Ça, ce sont des notions. Mais pour le cas présent du Burundi, je voulais dire on est indépendant dans une certaine mesure. C'est vrai, les Burundais, nous élisons... Vous n'êtes pas personnellement satisfait, simplement. Non, bien sûr que non, je ne suis pas encore satisfait. Parce que ce que recherchaient même nos aïeux qui ont lutté et qui ont donné leur vie pour l'indépendance, ils cherchaient plus que nous, ce que nous avons aujourd'hui. Ils cherchaient la paix et la sécurité pour tous. Est-ce que c'est encore la réalité alors qu'on dénombre des cadavres à longueur de journée ici et là? Il y pensait au développement socio-économique de tous les Burundais. Est-ce qu'on en est encore là? Voilà pourquoi je ne suis pas encore satisfait, tout en notant bien sûr que le Burundi est indépendant, politiquement parlant, dans une certaine mesure, économiquement parlant aussi, dans une certaine mesure. Je pense que ce sera le long de cette émission où on va développer les aspects où réellement on a une avancée sur l'indépendance politique. Vous allez finalement considérer un pays indépendant comme un paradis. Non. Ce n'est pas un paradis. Mais l'idéal qu'on recherche, ça serait un paradis. Mais on ne se fait pas d'illusions. Mais quand même sans devoir atteindre l'idéal, il y a un minimum qui devrait être sauvegardé. Oui, il faut tendre et avoir le compte vers là réellement. Est-ce que vous pouvez vous résumer par rapport à cette question? Que dire des crimes qui se sont succédés? Vous en parlez. Que dire de ces crimes qui se sont succédés au Burundi après l'indépendance? Il y a 65, 72, 88, 91, 93, Il y en a qui vous etc. diraient parce qu'on a des institutions, on est indépendant. Ça ne suffit pas. Il faut avoir des institutions qui garantissent justement les objectifs recherchés par l'indépendance. Les objectifs étant la paix, la sécurité pour tous, le développement socio-économique. Et la démocratie, il ne faut pas le nier. Est-ce qu'on est démocrate ici au Burundi? Je ne pense pas encore. Donc vous voyez, il y a des aspects, de façon macro, on peut dire qu'on est indépendant parce qu'on n'est plus dirigé par des étrangers. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les Burundais dirigent leurs frères et leurs sœurs comme étant leurs frères, leurs sœurs, leurs frères. Permettez que je pose la même question à Jean Dodieu Moutawazi, président du parti Radebou, président aussi de l'Observatoire national pour la prévention contre les crimes de guerre, crimes de génocide et autres crimes contre l'humanité. Que dire de ces crimes, justement, qui se sont succédés? Et il y a à plusieurs périodes, différentes périodes, il y a des crimes qui ont eu lieu et qui ont emporté des vies humaines, alors que le pays est indépendant. C'est justement après 1962. Alors, je me rejoins encore une fois aux collègues qui sont sur le plateau pour encore une fois souhaiter une bonne fête d'anniversaire de ces 59 ans d'indépendance. Alors, je rappellerai à ceux qui sont en train de nous suivre que le prince Louis Rwagasore a toujours rejoint le discours économique sur le discours politique.
le discours où il montre l'avantage, l'intérêt d'avoir l'indépendance, c'est-à-dire politique, mais où il appelle la population à se regrouper dans les coopératives pour qu'ils puissent avoir l'autonomie financière, l'autonomie économique. Donc c'est l'indépendance économique, c'est un pilier très important de l'indépendance politique. Alors maintenant, pratiquement, j'ai retracé depuis l'entrée dans les années 1962 qu'on a connu une longue période d'instabilité, de coups d'État, l'absence de démocratie, de guerre civile, etc. Et que maintenant, on est en train petit à petit à évoluer vers une situation normale. Alors, comme les amis l'ont dit, nous avons la souveraineté, le Burundi, les Burundais sont dirigés par les institutions qu'ils désignent eux-mêmes, qu'ils élisent eux-mêmes, mais n'oublions pas qu'au niveau économique, il y a encore un pas à faire. Quand le chef de l'État, son Excellence le général-major Ndayishimiye Evariste, insiste que chaque bouche doit pouvoir manger et que chaque poste doit pouvoir avoir l'argent. C'est-à-dire qu'il cherche à ce qu'on puisse être autonome, indépendant. Quand on remarque que dans le budget actuel, on met en avant, on sait que tous les fonctionnaires sont régulièrement payés au Burundi. Ce n'est pas le cas de plusieurs pays indépendants en Afrique. Mais on dit qu'il faut insister au niveau de l'agriculture, mettre le paquet dans le budget. Au niveau de l'agriculture, mettre le paquet au niveau des infrastructures. C'est-à-dire qu'on recherche beaucoup plus à renforcer ce pilier de l'indépendance économique. Alors, je regardais dans mon agenda ici, c'est écrit en Kirundi. Peut-être que vous allez m'aider à traduire. Pendant ce mois de juillet, c'est bien écrit kwikukira nyakuri ni ukwigaba ukigaburira. Kwikukira nyakuri. C'est-à-dire pour avoir une indépendance totale, véritable, tu dois aussi être indépendant économiquement. C'est lié. Alors, on ne va pas... Est-ce que ce n'est pas l'idéal qui est difficile? Non, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Vous savez très bien que jusqu'à maintenant, même les pays qui ont l'indépendance politique, ils cherchent toujours cette indépendance économique. Mais également, comme les autres le disaient, cette indépendance est liée aussi à l'interdépendance parce que personne ne peut s'auto-suffire. Si vous avez la technologie, comme dans le monde occidental, les autres ont les matières premières, alors ils vont échanger, chacun va mettre en avant ses atouts. Alors aujourd'hui, on remarque que le Burundi a vraiment des atouts. Alors ces atouts, il faut mieux les exploiter pour qu'on puisse arriver à cette indépendance économique. Vous êtes un président d'un parti politique, vous êtes un responsable politique. Vous parlez donc de ces crimes qui se sont succédés. Il y a des incidences que ça fait sur l'économie nationale. Quel serait le rôle des uns et des autres et les responsables politiques en particulier par rapport à ces situations? Bon, nous avons des valeurs communes. Des lacunes, il y en a. L'idée, le programme au sein du Radebo n'est pas le même qu'au sein du Sénène, n'est pas le même qu'au sein du Codebu, n'est pas le même qu'à l'Iprona ou ailleurs. Mais il y a des valeurs. Mais il y a des valeurs. Mais il y a des valeurs communes. Chacun peut avoir des priorités, il y a des différences, mais il y a des valeurs communes. Les valeurs communes, c'est quoi? C'est l'autonomie et l'indépendance économique. Il faut que chaque Burundais au niveau social, économique, puisse s'épanouir. Alors chacun peut dire, la voie que moi je vois, il faut passer par ici. L'autre va dire, je pense qu'il faut passer par ici. L'autre va dire, non, les priorités, c'est ça ce qui fait l'enrichissement des idées. Dans notre diversité, il faut qu'il y ait les valeurs communes que nous devons mettre en avant. Permettez que je passe le micro à l'honorable Agathon Rwasa du parti CNL, député de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à ces crimes qui se sont succédés, bien que le Burundi soit un pays indépendant il y a de cela 59 ans, et le rôle des partis politiques, des responsables politiques du pays? Oui, 59 ans d'indépendance. De souveraineté. 59 ans de cycle de violence et de crimes.
quelle est la cause? La cause première, c'est la gestion du pays. Hier comme aujourd'hui, lorsque vous gérez bien, vous évitez les crises. Lorsque vous gérez de façon biaisée, vous ouvrez le boulevard à toutes sortes de crises et de crimes. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement à l'indépendance? Il est vrai. Vous allez pencher la responsabilité à un côté, mais pas à un autre. Non. La responsabilité, je dis, ne peut pas. La responsabilité des crises dans une société n'émane pas des masses. Elle émane de l'élite. Parce que la masse, elle a des attentes. Elle a des attentes par rapport à vous, le gestionnaire. Il vous donne ses contributions sous forme d'impôts, sous forme de taxes et autres. Ils attendent en retour que vous gériez bien, que vous l'organisez pour qu'il s'autodéveloppe lui-même. Quel est le problème réel au Burundi? C'est la discrimination. 1961, malheureusement, le président Rwagasore est assassiné. L'IPRONA devient un peu instable. Au sein même de l'IPRONA, il y a des querelles. Vous vous souviendrez de l'histoire de Moronvia, Casablanca et autres, qui se dit modéré, qui se dit je ne sais pas comment. Mais en réalité, il y a cette influence externe dont a parlé notamment notre confrère d'ici, Kefa. Parce que vous savez, c'est l'époque de la guerre froide. Pour les uns, c'est peut-être la tendance communiste, pour les autres, c'est le libéralisme. Alors, il y a les idées qui ne parviennent pas à se marier. Il y a donc des dissensions au sein de la classe dirigeante. Et certains croient que les autres sont des ennemis du pays. On va même s'accuser mutuellement. Et finalement, ça culmine dans la violence. Il y a les coups d'État dont a parlé Mutabazi. La classe militaire qui apparemment provient d'une même commune ou province, elle aussi voudrait bien ériger son hégémonie à l'instar de la classe politique qui l'a précédée. En quelque sorte, il y a des tares, si je peux dire, des politiciens burundais. On a tendance à imiter ce qui a été négatif. Même aujourd'hui, la discrimination est de mise. Oui, on passe par les élections, mais on veut tout monopoliser. Surtout que même les élections ne se déroulent pas peut-être comme tout le monde le souhaite. Peut-être qu'il y a des griefs ici et là, mais on se dit... On passe par les élections et il y a les résultats des élections. Oui, mais on se dit, peu importe l'aspect billet qui marque ce genre de truc, on se dit quand même, nous sommes une même nation. Oui, une même nation quand nous payons les taxes, quand nous payons les impôts. Deux nations lorsqu'il s'agit de gérer. Aujourd'hui, tout, c'est comme le monopole du CNDD-FDD. Vous avez parlé des coups d'État militaires, mon ami Mutabazi, mais aujourd'hui, quelle image a-t-on? Lorsqu'on militarise le régime, au sein du gouvernement, au sein de... Est-ce que vous allez parler de coup d'État aujourd'hui? Je ne qualifie ça, je ne qualifie pas ce qui se passe, mais je dis qu'il y a militarisation du régime, de l'administration. Est-ce que, lorsque le CNDD-FDD a géré le pays avec la main des civils, ça n'a pas marché, au point qu'il faut mettre plutôt au premier rang les militaires, les policiers et les agents du renseignement. Le résultat est lequel? Attendons voir. On a encore 5 ans devant nous. Mais de toute façon... Est-ce qu'en moins d'une minute, vous pouvez parler de défis? Oui, les défis ne manquent pas. Le défi de la gouvernance est toujours là. Défi gouvernance? Oui. Gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance même juridique. Et c'est ça même que les Burundais recherchent. Eux, ils veulent être bien gouvernés. Eux, ils veulent être bien gérés. Que la chose publique soit bien gérée. Que ça profite à tout le monde. Mais allez-y,
enquêter quel est l'état des lieux des marchés publics, par exemple. Quel est l'état des lieux de l'administration monolithique de la base au sommet? Est-ce que... Vous visitez différentes institutions? Bon, je ne suis pas mieux placé pour interroger que vous, les journalistes. Mais de toute façon, la réalité est là. Les Burundais qui aspirent à cette quiétude sociale en manque crûment, la preuve, allez-y voir le cortège de gens qui sont assassinés ici et là. Et la justice semble absente. Et vous savez, la société a toujours besoin d'un appareil judiciaire solide qui puisse réprimer les criminels et donner la garantie aux autres de s'épanouir. Alors, lorsqu'il y a cet aspect-là, où la justice semble se dérober de sa mission, où les criminels semblent avoir le pouvoir de faire ce qu'ils veulent sans s'inquiéter d'une quelconque répression judiciaire, eh bien, notre indépendance aura toujours des difficultés. On a parlé d'indépendance économique, je vais bien. L'économie ne peut pas se développer lorsqu'il y a un hic au niveau de la gestion politique. Pour ceux qui pourraient nous avoir captés en cours de route, je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 59 ans d'indépendance qui viennent de passer, que le Burundi est indépendant. C'est le 1er juillet 1962 et 1er juillet 2021, c'est déjà 59 ans. Et le débat porte aujourd'hui sur l'indépendance nationale justement du Burundi, vieille de 59 ans, avec un accent particulier sur les aspects politico-sécuritaires et économiques vus par les acteurs politiques. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Kefani Bizi, par rapport à ces défis? Merci beaucoup. On a souligné des notions très importantes. La première notion, c'est que l'indépendance politique dépend énormément de l'indépendance, de la tendance vers l'indépendance économique. Mais il faut souligner qu'inversement, on ne peut pas avoir une indépendance économique quand on a des instabilités récurrentes politiques. Donc, si on est dans l'insécurité, on n'a pas le temps de se concentrer sur le développement de la nation. Et là, il faut souligner que notre pays a une particularité. Il s'agit d'un petit pays, dont la densité de la population est parmi les plus élevées en Afrique, voire même, je crois, au monde. Et là où il fallait concentrer beaucoup d'énergie pour faire des innovations en matière de développement, en fait de satisfaire au moins au budget de fonctionnement et d'investissement sans recourir aux aides étrangères. Alors, toutes ces crises-là qu'on a citées, qui décourent effectivement, comme on l'a dit, d'une certaine manque de maturité politique et d'une volonté, je utilise toujours ce mot, de privatisation de pouvoir. Ça veut dire Privatisation oui, de pouvoir. Un groupe de gens qui prend le pouvoir comme un bien privé, qui appartient à eux seuls, auquel personne n'a droit d'accès. Alors, où on utilise tous les moyens, bons ou mauvais, pour s'y accrocher. Et cela suscite une volonté, de l'autre côté, d'usage de la violence, et on entre finalement dans des violences sans fin, et on n'a plus même le temps de se concentrer sur l'essentiel qui est le développement. Alors, si on ne quittait pas dans cette logique-là de la tendance à la privatisation du pouvoir, on ne peut pas prétendre à un développement durable, parce que même si on se développait... Vous parlez de privatisation de pouvoir. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? La situation, c'est comment par rapport à cette privatisation de pouvoir dont vous parlez? Non, moi je parlais dans le passé d'abord, où c'est manifeste. Alors, là, je me limiterai au niveau des principes. Pour qu'il n'y ait pas privatisation du pouvoir, il faut des élections libres et transparentes.
Parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu des élections qu'on est dirigé par ceux qu'on a élus. Il faut qu'elles soient libres et transparentes. Je me limite là. Mais aussi, il faut que, pour qu'il y ait l'accès, donc la libéralisation d'accès au pouvoir, il faut que les partis politiques travaillent dans la liberté et dans toute la transparence. C'est là où les gens n'ont plus l'idée de penser à la violence, n'ont pas pu d'utiliser d'autres voies parce qu'ils savaient que demain après demain, en passant par ces voies légales, ils pourraient accéder au pouvoir. Mais si les voies légales sont bloquées, attendez-vous qu'il y a des gens qui trouvent d'autres issues et le développement n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que le parti Côte debout, Iragui Ndadaye, serait en train de préparer? Je te dirais que, je vais d'abord terminer ma réflexion. Si il y a des façons, j'ai dit auparavant, les gens ont rigolé, il y a des pays qui choisissent la dictature absolue. Et ils interdisent aux autres d'être au pouvoir. Ils se développent dans un creux fermé dans le monde entier, on les voit, qui ont un développement économique visible, mais dans la dictature absolue. Mais quand on a choisi la démocratie, il faut ouvrir totalement. Vous savez que même si vous êtes à moitié, il y a toujours des problèmes. Alors, ce que pense le Côte debout, je l'ai déjà dit, au niveau des principes, il faut d'abord renforcer, je ne dis pas lever, renforcer ces mécanismes d'accès au pouvoir et de partage des biens publics. Là, quand je dis partage, ce n'est pas dire partager les postes politiques, quoi. Mais il faut que les biens publics, les avantages qui sont accordés à la population soient accordés sans distinction de croyance politique, d'appartenance politique. Il faut aussi distinguer les postes politiques des postes techniques. Il faut que les postes techniques soient accordés à tout le monde sans toutefois regarder l'appartenance politique, parce qu'on cherche la technicité pour se développer. Et pour que tous les Burundais se sentent qu'ils sont chez eux, qu'on soit au parti au pouvoir ou pas, qu'on est chez eux, et qu'ils peuvent participer cette fois-ci à la consolidation de la démocratie, à la consolidation de l'indépendance et au renforcement économique. Là, vous m'entendez, je me suis limité au niveau des principes parce que l'émission d'aujourd'hui n'était pas pour évaluer les temps de la gouvernance actuelle. En tout cas, à vous entendre, vous parlez comme vous dites, vous parlez des principes et vous dites, je me limite là. Je ne sais pas, mais je ne saurais pas. Des défis. Oui, mais avant les défis, permettez que je vous prenne au moins une minute seulement sur les causes des crimes dont vous avez parlé tout à l'heure, auxquels se sont exprimés l'honorable Agathon Rwasa et Mutabazi. C'est vrai, je ne le dirai jamais assez. La première responsabilité incombe au gestionnaire de l'État. Il ne faut pas chercher des solutions à demi-mois, demi-mesure. La première responsabilité incombe au gestionnaire. Vous a dévancé pour parler de responsabilité. Il ne m'a pas dévancé. Ce sont des principes qui sont là. À moins que vous voulez vous dérober de la vérité qui est têtue, la première responsabilité incombe au gestionnaire de l'État. D'aujourd'hui comme d'hier, comme de demain. Ça, on ne le nie pas. Même si c'était vous. Pourquoi alors il y a eu crime et pourquoi il continue à y avoir des crimes? Parce qu'il y a mauvaise gouvernance politique, mauvaise gouvernance économique. Si vous voulez, on pourrait le développer, mais je pense que dans l'émission d'aujourd'hui... Parlez surtout de ces défis. Justement. Avant de parler des défis, je voulais vous rappeler qu'il y a au moins 12 principes de la bonne gouvernance. Et ça touche les secteurs politico-sécuritaires, économiques, socio-économiques et consorts. Alors, vous dites des défis. Des défis, ça en est plein. À commencer par ces défis qui englobent les autres, la mauvaise gouvernance politique. Kefa Mutabazi, on fait allusion à la démocratie. Il a parlé des élections. Ça fait partie des défis de la gouvernance politique. Nous ne sommes pas encore aux véritables élections démocratiques au Burundi. Ce n'est pas évident que nous avons des institutions véritablement légitimes.
Il y a Je des me pose opinions des qui diraient questions. que c'est C'est parce ça. que vous ne gagnez pas souvent que... Non, non, il y a- il n'y aura jamais un seul instant où tous les Burundais gagneront les élections. Aussi longtemps que nous sommes dans un multipartisme. Mais les Burundais, vous gagnerez les élections au moment où ceux qui auront gagné correctement et démocratiquement vont gérer le pays comme il faut. Là, les Burundais auront gagné tous, indistinctement de leur tendance partisane ou ethnique. Ça, c'est le premier défi, la mauvaise gouvernance qui frappe sérieusement le Burundi sur l'aspect politique et sur l'aspect économique. Je ne crois pas que même les dirigeants d'aujourd'hui pourraient vraiment dire le contraire. Nous avons un défi d'une démocratie qui est malade, qui souffre terriblement. La violation des droits de l'homme, c'est une triste réalité, bien que la CNIDH soit ait recouvré le classement de statut de A. Je ne crois pas que vraiment l'évaluation ait été objective. Mais c'est quoi que vous avez Alors, finalement apprécié? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bon selon vous? Je veux vous le dire. Mais attendez que vous m'avez posé la question des défis. Il ne faut pas vous faire d'illusions qu'il n'y en a pas. Tant qu'il y en a, je vais le dire. Ce qui va bien, je vais vous dire. Alors, je vais me résumer. Je n'ai pas pris 3 minutes. L'autre grand défi, Ronald Rwasa y est revenu. Ici comme ailleurs, le pouvoir judiciaire doit être un pouvoir d'équilibre. Pour justement éviter le léviathan dont tu as parlé, vous vous rappelez de l'histoire de Montesquieu, la théorie du pouvoir. Il y a des léviathans. L'exécutif peut être un léviathan qui ne veut pas que le législatif soit réellement en pouvoir, qui ne veut pas que le judiciaire soit réellement en pouvoir. Il faut qu'il y ait un pouvoir judiciaire fort pour équilibrer la société. Faute de ce pouvoir, le pays va mal. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et le volet judiciaire est analysé sous 2 aspects. Le pouvoir, le judiciaire et le distributif. Ça veut dire quoi? La justice judiciaire, c'est relative aux tribunaux. Il faut que les tribunaux rendent la meilleure justice. La justice est judiciaire. La justice est judiciaire. L'autre volet, c'est la justice distributive, dont a parlé mon ami Kefa. Il faut que la justice distributive soit une réalité. Vous avez été La richesse du Burundi doit être la richesse de tout le monde. Il ne faut pas qu'un groupe, fût-il au pouvoir, s'accapare la richesse du pays au détriment des autres. Ça, ce sont les principes. Si ce n'est pas une réalité au Burundi, ça serait une bonne chose. Et si c'est la réalité, il faudrait la corriger. Et pour terminer, en termes de défis, il y a la corruption, bien sûr, qui gangrène la société. Même les dirigeants de ce pays ne cessent jamais de le dire. Et vous me posez la question de savoir ce qui est bon. Il ne faut pas avoir peur de le mentionner. Il y a des gestes quand même du chef de l'État. Il y a certains gestes qui, si jamais ils étaient renforcés et suivis dans les faits, pourraient quand même changer quelque chose au niveau de la façon dont les choses sont gérées. La corruption. Est-ce que vous pouvez y aller directement avec des perspectives, ce qui devrait être fait par les uns et les autres pour mieux consolider l'indépendance nationale et bâtir un Burundi digne, prospère et paisible? Comme je l'ai toujours dit, la première responsabilité incombe au gestionnaire de l'État. Tassien que je suis, je peux avoir des principes. Ce que je fais chaque fois que vous me donnez le micro, je ne sais jamais de le dire et de conseiller à ceux qui veulent l'entendre. Seulement quand vous êtes conseiller, surtout sans rémunération, vous n'êtes pas sûr que vos conseils vont parvenir dans des oreilles attentives. Sinon, je ne cesserai jamais de le faire. Mais j'ai quelques prérogatives pour que ce que je désire réaliser pour mon peuple soit réellement réalisé. Parce que justement, je ne suis pas au pouvoir. Et si je lance des clins d'œil, est-ce qu'il tombe dans des oreilles attentives? C'est ça le grand défi. Sinon, je suis convaincu que si les gestionnaires du pouvoir veulent des choses favorables au pays, montrent des signaux dans ce sens, tout le monde est prêt à les accompagner. C'est à eux de trouver comment canaliser ces bonnes initiatives.
Si jamais ils sont animés de bonne foi, je suis convaincu que les Burundais ne sont pas naturellement mauvais. Est-ce que vous pouvez placer un mot, Monsieur Jean de Dieu Moutabazi, président du Radebourg, par rapport à ces perspectives, ce qui devrait être fait par les uns et les autres pour consolider cette indépendance nationale et bâtir un Burundi digne, prospère et paisible? Bon, permettez-moi juste de rappeler que par rapport à ce que M. Ouassa disait de la militarisation des institutions, permettez-moi de lui rappeler que le gouvernement burundais est à très très large majorité de civils, même jusqu'au ministre de la Défense, il est civil. Deuxièmement, Combien de généraux attendez un peu. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis. C'est que dans l'ancienne constitution, il était interdit de nommer un gouverneur militaire. Attendez. Il y a le temps On qui est passe. revenu pour Alors, l'intérêt. Bon, alors Militarisation je dirais, il ne faut pas se péter parce que je vous ai laissé parler. Alors, revenons sur la situation des droits de l'homme. Vous savez aujourd'hui la situation du Burundi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a été retiré de l'agenda des Nations Unies. Au niveau de l'Union africaine, on a retiré. Lutte d'influence des puissances, c'est tout. On a Ce n'est pas la retiré. réalité du Burundi, c'est S'il la vous- lutte s'il vous des plaît, influences s'il vous des plaît. puissances. On a retiré, oui, on a retiré les observateurs des droits de l'homme au niveau de l'Union africaine parce qu'ils ont jugé que la situation des droits de l'homme se portait bien. Au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, les sanctions ont été stoppées. Au niveau de l'Union européenne, le processus de reprise de la coopération avance jusqu'à arriver à la réaccréditation du statut A à la CNDH. C'est vraiment un pas de géant. Deuxièmement, on revient, c'est toujours sur quand tu parles de crimes, etc., on revient sur la situation des violences qui peuvent être basées sur l'identité, que s'il y a une menace, que quelqu'un soit tué à cause de son ethnie, de sa région ou de sa couleur politique, etc. Aujourd'hui, comme président de l'Observatoire national, pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité, je peux affirmer haut et fort qu'il n'y a aucun risque au Burundi qui est de violence basée sur l'identité comme on l'a connue. Bon, deuxièmement, mais ce que je reconnais, il y a de la criminalité comme on peut en trouver à Lagos, à New York, à Paris, ou bien même à Nairobi ou en Afrique du Sud. De la criminalité, il y en a, on peut en avoir partout. Et même le terrorisme. Est-ce qu'on même, va parler d'imitation? Non, ce n'est pas une question d'imitation. Seulement, ces terroristes, comme on peut en trouver ailleurs, on peut les avoir comme les gens qui peuvent attaquer les gens qui sont dans le transport en commun. Les perspectives, est-ce que vous, Alors, au niveau, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Au niveau des perspectives, si quelqu'un sur la table connaît un pays où les droits de l'homme sont respectés à 100%, il peut le dire. Donc vous ne voulez pas qu'on fasse des efforts? Non, je dis que c'est un processus et que c'est un travail. On est à 100%. C'est un travail au quotidien qu'il faut essayer de respecter, de faire respecter les droits de l'homme. On en vient à la question de la gouvernance politique et économique. Tout n'est pas rose, mais la tendance est bonne, c'est ce que je peux dire. Tout n'est pas rose, mais la tendance est bonne sur ces 20 dernières années par rapport au passé. Donc, je peux dire que la tendance est très, très bonne. Quelques perspectives à ajouter, honorable Agathon Rwasa. Donc, moi, je crois que ce qu'il faut, c'est que les gouvernants prennent conscience que s'il y a à redresser, ils sont les premiers responsables à le redresser. Ils sont les premiers responsables à le faire. N'allez pas demander à un citoyen lambda à arrêter cette gangrène économique. La crise des devises et autres, ce n'est pas le citoyen lambda qui va le faire, mais ce sont les gestionnaires du pouvoir. Eux, ils connaissent ceux qui sont responsables de toute cette situation. Oui, s'ils se décident à corriger, ça va se corriger. Et ils ont les moyens de l'État pour ça. Et l'indépendance à laquelle les Burundais aspirent pourra être matérialisée notamment par cette amélioration de la gestion de la chose publique. Oui. Est-ce qu'on peut terminer par vous, Kefa Niwizi? Quelques secondes. Je ne sais pas si je pourrais dire en seconde parce que j'ai déjà terminé en seconde. Maintenant qu'il est encore le micro. Alors, tout ce que je dirais, c'est qu'il faut d'abord se situer dans un cadre burundais. Le Burundi, une jeune démocratie. Le Burundi,
Bon, il y a une soixantaine d'années d'indépendance, donc il ne faudrait pas se comparer à d'autres puissances qui viennent de passer plus de 100 ans, de 200 ans dans la démocratie. Tout simplement, j'éviterais même d'aller se focaliser sur des événements conjoncturels, des produits de denrées de première nécessité qui sont disponibles demain, qui manquent aujourd'hui, qui reviennent encore. Mais il faut plutôt pousser plus loin. Bon, je dirais 3 éléments. Le premier élément, il faut veiller à la stabilité politique. Bon, nous en avons déjà, il faut veiller à la stabilité politique. Et là, j'ajoute dans la voie démocratique. Parce que j'ai dit, il est possible d'avoir une stabilité politique dans la dictature, mais nous aimerions une stabilité politique dans la démocratie. Deuxièmement, il faut être capable d'impliquer tous les acteurs nationaux sans considération aucune dans le développement, tout en exploitant toutes les potentialités de développement que possède notre pays, qui reste jusqu'à maintenant sous-exploité. Cela donc va renforcer la capacité économique du pays et va le hausser son niveau effectivement d'indépendance économique et par voie de conséquence d'indépendance politique. Alors il faudra aussi renforcer effectivement la coopération multilatérale gagnant-gagnant, où le Burundi en tire profit et où les autres pays partenaires en tirent profit. Alors, je me dis que tous les acteurs politiques, que ce soit au pouvoir ou à l'opposition, on devrait conjuguer beaucoup d'efforts pour évoluer vers une véritable démocratie où tous les aspects sont vraisemblablement remplis. Et là, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas un phénomène qui se fait comme on allume une lampe. C'est un long processus et je pense que nous sommes dans une bonne voie. Merci beaucoup Kefa Nibizi. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Je rappelle que vous êtes président du parti Codebu. Président du parti Codebu, merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Je remercie tous nos auditeurs et quand vous nous appelez, nous répondrons toujours présents. Merci à vous, Tassian Siomana, acteur politique de l'opposition. Merci de votre contribution à cette émission. Merci de m'avoir invité, même si vous m'avez chippé un tour de table. Mais qu'à cela ne tienne, je vais résumer tout. Sans bonne gouvernance politique, économique, on ne vivra jamais l'indépendance dont rêvait le prince Louis Rwagasore. Monsieur Jean de Dieu Moutawazi, président du parti Radebu, vous êtes aussi président de l'Observatoire national pour la prévention contre les crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci aussi, monsieur le journaliste. Merci aussi aux auditeurs et auditrices, en se rappelant toujours que l'indépendance, le pilier de l'indépendance économique est très important pour avoir une véritable indépendance politique. Et pour cela, nous lançons un appel à tous les hommes politiques de l'opposition, ou bien de la mouvance, aux membres de la société civile, aux jeunes et moins jeunes, aux femmes et aux hommes, qu'on soit solidaires pour que l'indépendance économique soit une réalité. Et merci à vous, honorable Agathon Rwasa, président du parti CNL, Congrès national pour la liberté, député de l'Assemblée nationale. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission Mosaïque. Merci pour votre invitation. Merci aussi pour l'échange avec les collègues sur le plateau. Et merci pour tous les Burundais qui aspirent toujours à une véritable indépendance. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur l'indépendance nationale du Burundi, 59 ans après, avec un accent particulier sur les aspects politico-sécuritaires et économiques vus par les acteurs politiques. Vous vous en souvenez, cette indépendance date du 1er juillet 1962. Merci alors de nous avoir suivis et restez branchés. Nos programmes continuent sur la radio-télévision Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.
Mosaïque.